Oh, du suspense, il n'y en avait plus beaucoup. Déjà du temps des Grecs, on se doutait bien que la duplication du cube, la trisection de l'angle et surtout la quadrature du cercle n'étaient pas des problèmes plans, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de construction exacte à la règle et au compas. Mais il a fallu longtemps, très longtemps, pour qu'on considère l'impossibilité comme un problème mathématique en soi, un théorème que l'on pouvait chercher à démontrer. Il fallait avoir l'idée de sortir du cadre des constructions géométriques. Il fallait de l'originalité. Et de l'originalité, Jean-Henri Lambert n'en manquait pas. Il était né à Mulhouse, en Alsace. À l'époque, c'était une cité-État indépendante, alliée au canton suisse. Issu d'un milieu modeste, il quitte l'école à 12 ans, mais ne cesse pas de se former lui-même en lisant tout ce qu'il peut. Devenu secrétaire d'un professeur de Bâle, il continue à étudier les mathématiques, la philosophie et l'astronomie. Recommandé à une famille noble installée à Coire, dans le canton des Grisons, il devient précepteur de leurs 3 fils et continue à profiter de la bibliothèque familiale pour apprendre. Entre 20 et 30 ans, il commence à publier, rencontrer d'autres savants et se faire connaître. Sa théorie de la perspective en 1759, mais surtout son nouvel organon en 1764, l'établissent définitivement comme philosophe de premier plan. Oh, il ne fallait pas manquer d'aplomb pour choisir ce titre-là par référence à l'organon d'Aristote et au Novum Organum de Francis Bacon. Mais le contenu philosophique des quelques 1000 pages écrites par Lambert était bien à la hauteur du titre. Du coup, Euler et d'autres Suisses installés en Prusse s'emploient à le faire recruter à l'Académie de Berlin. Et là, les choses se compliquent. Parce que le roi de Prusse, Frédéric II, entend bien qu'on lui présente les nouvelles recrues de son académie. Et d'après un biographe, la figure, la mine, la taille, et surtout l'air, les manières, le ton et le maintien de cet homme ne pouvaient que le perdre sans ressources dans l'esprit du roi. On essaye de ruser. Sire, dit-on au roi, monsieur Lambert ne peut être présenté à votre majesté, parce qu'il n'a pas encore sa malle et qu'il n'est qu'un simple voyageur. Vous vous moquez de moi, messieurs, et depuis quand s'imagine-t-on que ce sont les habits que je veux voir et non les hommes? Et il faut bien se résoudre. L'entrevue a lieu. Bonsoir, monsieur, dit le roi. Faites-moi le plaisir de me dire quelle est la science que vous avez le plus particulièrement étudiée. Toute, sire. Vous êtes donc aussi savant mathématicien? Oui, sire. Quel est le professeur qui vous a enseigné les mathématiques? Moi-même, sire. Vous êtes donc un second Pascal? Oui, sire. Au dernier mot, le roi tourna le dos et rentra dans son cabinet, ayant une peine infinie à s'empêcher de rire. Il dit à ses convives quand il fut à souper: Imaginez, messieurs, que mes amis ont voulu ce soir me faire nommer à mon académie le plus grand imbécile que j'ai jamais vu. Mais Frédéric finit par se laisser faire, en janvier 1765. Bon, il écrit tout de même son mécontentement à d'Alembert. On m'a, pour ainsi dire, presque forcé de prendre la plus maussade créature qui soit dans l'univers pour la mettre dans notre académie. Il se nomme Lambert, et quoique je puisse attester qu'il n'a pas le sens commun, on prétend que c'est un des plus grands géomètres de l'Europe. Mais comme cet homme ignore les langues des mortels et qui ne parle qu'équations et algèbre, je ne me propose pas d'avoir l'honneur de m'entretenir avec lui. Cependant, jusqu'à M. Euler, toute l'Académie est à genoux devant lui.
Et cet anormal, tout crotté du bourbier de la plus crasse pédanterie, reçoit ses hommages comme Caligula recueillait ceux du peuple romain, chez lequel il voulait passer pour Dieu. D'Alembert, qui reçoit de Berlin les échos les plus divers, tient à assumer son rôle de conseiller scientifique de Frédéric avec sérieux. En juillet 1769, il demande son avis à Lagrange. La réponse est édifiante. Monsieur Lambert, sur qui vous souhaitez savoir mon sentiment, est sans contredit un des meilleurs sujets de notre Académie. Il est très laborieux et soutient presque seul notre classe de physique. Il possède assez bien l'analyse, mais son fort est la physique, de laquelle il a donné un ouvrage estimé, intitulé Photométria, c'est-à-dire mesure de la lumière. Il y a surtout un excellent mémoire de lui sur l'aimant dans le volume de 1766. Au reste, il y a quelque chose de singulier dans son maintien et dans sa conversation qui déplaît au premier abord, et je ne suis pas surpris que le roi ne l'ait pas goûté, ayant eu moi-même de la peine à m'accommoder à ses manières. Il était, ou du moins il me parut, si plein de lui-même lorsque j'arrivai ici, que je pris le parti de ne pas le fréquenter, mais en même temps de le rabaisser. Cela l'a rendu beaucoup plus traitable, et à présent nous sommes assez bons amis. Il n'a que 500 écus de l'Académie, et si l'occasion vous venait de lui procurer une augmentation, je vous assure que vous feriez une très bonne œuvre, car il est certainement un de ceux à qui notre Académie doit le plus. D'Alembert suit l'avis de Lagrange et obtient de Frédéric II une augmentation pour Lambert. La réaction de l'intéressé est à la mesure de son inaptitude sociale. Il est fort singulier que le roi publie une semblable nouvelle sans me consulter. Au bout du compte, cela me regarde, et l'on devrait avant tout s'informer si j'en voulais ou non. Mais il n'est pas sûr que je l'accepte, vu surtout que je n'en ai pas besoin. Son entourage réussit à le raisonner, et il écrit même à d'Alembert pour le remercier de son intervention. C'est 2 ans avant cet épisode que se situe l'article qui nous intéresse dans cette histoire. Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendantes circulaires et logarithmiques. Regardez la première phrase. Démontrer que le diamètre du cercle n'est point à sa circonférence comme un nombre entier à un nombre entier, traduisez démontrer que pi est irrationnel. C'est là une chose dont les géomètres ne seront guère surpris. En effet, il y a longtemps que personne n'en doutait. Les premiers à l'avoir énoncé clairement sont les frères Banu Moussa. Lambert rappelle les raisons heuristiques de croire à l'irrationalité de pi, puis il explique pourquoi il ne faut pas s'en contenter. Quelque vague que soit ce raisonnement, il y a néanmoins des cas où on ne demande pas davantage. Mais ces cas ne sont pas celui de la quadrature du cercle. La plupart de ceux qui s'acharnent à la chercher le font avec une ardeur qui les entraîne quelquefois jusqu'à révoquer en doute les vérités les plus fondamentales de la géométrie. Pourrait-on croire qu'ils se trouveraient satisfaits par ce que je viens de dire? Il y faut tout autre chose. Et s'agit-il de démontrer qu'en effet, le diamètre n'est pas à la circonférence comme un nombre entier à un nombre entier? Cette démonstration doit être si rigide qu'elle ne le cède à aucune autre démonstration géométrique. Il faut dire que quelques années auparavant, on a assisté à une augmentation des propositions de quadrature, qui a conduit l'Académie des sciences de Paris à déclarer qu'elle n'en examinerait plus aucune. Cela dit, Lambert se fait des illusions s'il pense décourager les quadrateurs. Même si l'irrationalité de pi n'est qu'un cas particulier du magnifique résultat qu'il propose.
Il démontre en effet qu'un arc de cercle a un rapport rationnel au rayon si et seulement si sa tangente est irrationnelle. Comme la tangente de π sur 4 vaut 1, l'irrationalité de π sur 4, donc de π, en découle. Comment Lambert démontre-t-il cela? Il y a deux ingrédients dans son raisonnement et aucun des deux n'est nouveau. Le premier ingrédient est une décomposition en fractions continues de tangente V. Les fractions continues ont été théorisées par Euler 30 ans auparavant. Ce développement en fractions continues de la tangente, Lambert le calcule en développant en série le sinus au numérateur, le cosinus au dénominateur, et en effectuant des divisions euclidiennes successives de l'un par l'autre. Alors arrive le second argument. Cette méthode étant connue depuis Euclide, qui en fait la deuxième proposition de son 7e livre, je ne m'attarderai pas à la démontrer de nouveau. Mais il convient de remarquer que, tandis que Euclide ne l'applique qu'à des nombres entiers et rationnels, il faudra que je m'en serve d'une autre façon. La proposition 2 du livre 7, c'est ce que nous appelons l'algorithme d'Euclide pour trouver le PGCD de deux nombres. Là où Lambert se trompe, c'est que son algorithme, Euclide ne l'applique pas qu'à des nombres entiers. Le voici au début du livre 10. Deux grandeurs inégales étant proposées, et si la plus petite étant toujours retranchée de la plus grande, le reste ne mesure jamais le reste précédent, ces grandeurs seront incommensurables. L'idée clé du procédé d'Euclide est d'itérer entre deux éléments d'une paire, l'opération consistant à retrancher la plus petite de la plus grande. Entre deux nombres, la soustraction itérée est la division euclidienne. Mais entre deux grandeurs plus générales, deux cas se produisent. Soit l'algorithme se termine en un nombre fini de pas, soit il continue indéfiniment. Dans le second cas, les deux grandeurs sont incommensurables. Ce vieux procédé, les Grecs l'appelaient antiphérèse. Lambert le remet au goût du jour 20 siècles après Euclide. En terminant son article, Lambert se fait moins rigoureux, mais beaucoup plus novateur. Il en sera de même si les deux points extrêmes de l'arc sont donnés, j'entends par des quantités rationnelles ou radicales, car dans ce cas, la longueur de l'arc sera une quantité transcendante, ce qui veut dire irréductible à quelque quantité rationnelle ou radicale. Et par là, elle n'admet aucune construction. Si les deux extrémités sont constructibles, la longueur ne l'est pas. Au passage, Lambert affirme que tout point constructible est solution d'une équation algébrique, ce dont personne ne doutait. Mais surtout, il donne une définition de la transcendance et trace le chemin vers la solution de la quadrature du cercle. Ce chemin allait encore être long d'1 siècle. De plus, la quadrature du cercle n'était pas le seul problème ouvert, hérité des Grecs. Il y avait aussi la duplication du cube et la trisection de l'angle. La raison pour laquelle la duplication du cube et la trisection de l'angle ne sont pas réalisables à la règle et au compas était connue depuis longtemps. On la trouve clairement expliquée dans la géométrie de Descartes en 1637. Si une longueur est constructible, elle est solution d'une équation du second degré, dans laquelle n'interviennent que des grandeurs constructibles. Or, la duplication du cube et la trisection reviennent chacune à résoudre une équation du 3e degré, ce que l'on appelle depuis les Grecs un problème solide. Descartes ne mâche pas ses mots. Lorsqu'on ne trouve aucun binôme qui puisse ainsi diviser toute la somme de l'équation proposée,
il est certain que le problème qui en dépend est solide. Et ce n'est pas la moindre faute après cela d'essayer de le construire sans y employer que des cercles et des lignes droites, que ce serait employer des sections coniques à construire ceux auxquels on n'a besoin que de cercles. Car enfin, tout ce qui témoigne quelque ignorance s'appelle faute. Quand Montucla écrit son Histoire des recherches sur la quadrature du cercle en 1754, plus d'un siècle est passé depuis Descartes. Montucla ajoute à la fin de son livre un appendice sur la duplication et la trisection. Il y réexplique l'argument de Descartes. Je crois qu'il est à propos de le faire ici avec quelques détails afin de ne laisser aucun doute à ce sujet. Je pourrais sans doute m'en dispenser si je n'écrivais que pour des géomètres habiles, mais il est des endroits dans cet ouvrage qui sont particulièrement destinés à l'instruction des plus médiocres. Suivez son regard et souvenez-vous que Montucla écrit pour décourager les quadrateurs. Mais l'instruction des plus médiocres n'implique pas que l'on transforme un argument heuristique en théorème mathématique. Cela ne viendra à l'idée de personne avant le XIXe siècle. C'est en 1799 que Ruffini se préoccupe de démontrer que l'équation du cinquième degré n'est pas résolue par radicaux dans le cas général. Il sera suivi par Abel, puis Galois. Un autre problème reste pendant depuis encore plus longtemps, la division du cercle. Le quatrième livre des éléments d'Euclide est entièrement consacré aux polygones inscrits ou circonscrits à un cercle. On y apprend donc comment diviser une circonférence en un nombre fixé de segments égaux. Euclide traite le cas de 3, 4, 5, 6, 15 côtés et ne va pas plus loin. Depuis Euclide, tout le monde croyait qu'il n'était pas possible de diviser le cercle en d'autres nombres que 3, 5, leurs multiples par des puissances de 2. Jusqu'à ce que Gauss, à 19 ans, montre comment construire un polygone à 17 côtés. Quelques années plus tard, le dernier chapitre des recherches arithmétiques va beaucoup plus loin. Gauss y donne une condition nécessaire et suffisante sur l'entier n pour que le polygone à n côtés soit constructible. Il n'en revient pas lui-même. Il y a vraiment lieu de s'étonner que la divisibilité du cercle en 3 et 5 parties ayant été connue dès le temps d'Euclide, on n'ait rien ajouté à ces découvertes dans un intervalle de 2000 ans, et que tous les géomètres aient annoncé comme certains qu'excepté ces divisions et celles qui s'en déduisent, on ne pouvait en effectuer aucune par des constructions géométriques. C'est une chose de s'étonner, mais Gauss avait-il une démonstration? Le connaissant, on peut penser que oui, surtout quand il se met à écrire en majuscules. Nous pouvons démontrer en toute rigueur que ces équations ne sauraient en aucune manière être évitées ni abaissées, et quoique les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas de développer ici la démonstration de cette vérité, nous avons cru devoir en avertir pour éviter que quelqu'un ne voulût essayer de réduire à des constructions géométriques d'autres divisions que celles données par notre théorie, et n'employa inutilement son temps à cette recherche. Oh, ça c'est gentil. En même temps, si les limites de cet ouvrage avaient permis à Gauss de donner la démonstration qu'il avait probablement, je n'aurais certainement pas eu l'occasion de vous parler de Pierre-Laurent Wenzel. Le titre complet de son article est Recherche sur les moyens de reconnaître si un problème de géométrie peut se résoudre avec la règle et le compas.
Regardez l'énoncé du résultat principal. Tout problème qui conduit à une équation irréductible dont le degré n'est pas une puissance de 2 ne peut pas être résolu avec la ligne droite et le cercle. Ainsi, la duplication du cube, la trisection de l'angle, etc. Il nous semble qu'il n'avait pas encore été démontré rigoureusement que ces problèmes si célèbres chez les anciens ne fussent pas susceptibles d'une solution par les constructions géométriques auxquelles ils s'attachaient particulièrement. Et de rajouter en prime le problème de la division du cercle, déjà traité par Gauss. Tout de même, à 23 ans, mettre un point final à des problèmes vieux de plus de 2000 ans, cela méritait la célébrité, vous ne trouvez pas? Eh bien non, pas vraiment. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'exploit de Wenzel a été réévalué après avoir été oublié pendant pratiquement un siècle. Quant à Wenzel lui-même, il est mort à 33 ans. Son ami Saint-Venant avait sa petite idée sur les causes de sa mort. Il travaillait ordinairement le soir, ne se couchant que bien avant dans la nuit, lisait ensuite, et ne dormait que quelques heures d'un sommeil agité, faisant alternativement abus de café et d'opium, ne prenant ses repas jusqu'à son mariage qu'à des heures mal réglées. Il se fiait sans mesure à une constitution naturellement très forte, à laquelle il faisait braver à plaisir tous les genres d'épreuves. Il en a tristement fait porter la peine à ceux qui pleurent sa fin prématurée. C'est bien triste, et ça n'a pas fait avancer la quadrature du cercle. Le problème restait entier. Les problèmes résolus par Gauss et Wenzel étaient plus faciles, car on connaissait les équations algébriques dont ils étaient solutions. Il suffisait de montrer qu'elles étaient irréductibles. Pour la quadrature du cercle, l'enjeu était de démontrer que π n'était solution d'aucune équation à coefficient rationnel. Charles Hermite, c'est un peu le dindon de la farce. Il a vraiment fait le plus difficile. En 1873, il avait démontré la transcendance de E, la base des logarithmes népériens, n'est solution d'aucune équation algébrique à coefficients entiers. Regardez comment il l'exprime. Il démontre l'impossibilité de toute relation de la forme n plus e puissance a n1, etc., où les coefficients sont entiers. La démonstration est difficile. Hermite part des fractions continues comme Euler et Lambert, mais ensuite, le raisonnement utilise des intégrales, des équations différentielles, des déterminants. Dans la variété des techniques utilisées, il n'y a strictement rien de géométrique. Alors, comment imaginer que la même démonstration, ou presque, serve à la transcendance de π? Hermite lui-même n'y croyait pas. Je ne me hasarderai point à la recherche d'une démonstration de la transcendance du nombre π. Que d'autres tentent l'entreprise. Nul ne sera plus heureux que moi de leur succès. Mais croyez-moi, mon cher ami, il ne laissera pas de leur en coûter quelques efforts. Quelques efforts, c'est vrai, mais pas tant que ça. Voici une note insérée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1882. Sur le rapport de la circonférence au diamètre, extrait d'une lettre adressée à M. Hermite, note de M. Lindemann. Celui-ci dit « L'étude de cet important mémoire m'a conduit à rechercher une généralisation de ce résultat, en remplaçant tous les nombres entiers par des irrationnels algébriques quelconques. Et ça marche. Les techniques de Hermite généralisées par Lindemann permettent de démontrer que E puissance alpha est transcendant si alpha est un nombre algébrique.
Mais et puissance pi n'est pas transcendant puisqu'il vaut -1. Donc, pi n'est pas algébrique. Fin du suspense. Bien sûr, il y a eu de méchantes langues pour jalouser la chance de Lindemann, qui selon eux ne méritait pas ce beau succès autant que Hermite. Mettons. Mais passer sa thèse sous la direction de Félix Klein, puis diriger celle de David Hilbert, ce n'est pas rien tout de même. À ce propos, la démonstration de Lindemann a été retravaillée et grandement simplifiée, d'abord par Weierstrass, puis par Hilbert et Klein. Voici ce que Stiltje écrivait à Hermite en 1893. C'est grâce à cette intervention de quelques vérités arithmétiques que M. Hilbert obtient une démonstration si simple. Dans quelques années, je pense que les candidats à l'école polytechnique devront savoir démontrer l'impossibilité de la quadrature du cercle. C'était aussi ce que pensait Félix Klein. Leçon sur certaines questions de géométrie élémentaire. Ce livre, qui se veut accessible, fait un bilan complet des constructions géométriques. Le point final à 2000 ans de tentatives diverses. Croyez-vous vraiment? Un travail acharné vient à bout de tout, annonce la devise latine. Le quadrateur est un certain monsieur Boulanger, qui s'annonce ancien élève de l'école normale de Versailles et ancien professeur de mathématiques et d'astronomie. Écoutez-le. En conséquence de ce que nous venons d'établir, nous n'hésitons pas à affirmer que toute discussion, toute contestation tendant à combattre ou à renverser notre théorie, avant d'en avoir démontré péremptoirement la fausseté, ne peut être considérée que comme raisonnement sophistique, dicté par l'ignorance ou la mauvaise foi. Ah, il a raison, il faut être ignorant, de mauvaise foi ou les deux, pour ne pas s'incliner devant son idée de génie, de faire rouler un cercle sur une droite, même que ça s'appelle une cycloïde. Et il faut croire que Hermite et Lindemann n'en avaient jamais entendu parler. C'est dommage tout de même. Dire que la vraie solution était si simple. Tels sont les fruits de mes opiniâtres et pénibles recherches sur la solution du plus beau des problèmes, regardé comme irrésoluble depuis l'aurore des sciences jusqu'ici. J'attendrai dans le calme, le recueillement et l'espoir de ma confiance en votre justice, le prix qu'il plaira à l'équité et à la reconnaissance nationale d'accorder à l'auteur. Non, c'est pas moi qui ai confiance en votre justice, c'est un quadrateur du 19e siècle. Ah, je sais, c'est pas gentil de se moquer. Peut-être, mais c'est drôle.